va démarrer notre troisième revue Air Fighters tout de suite, histoire d'en parler un petit peu des news qui se sont passées dans cette semaine, ce qui a été dit sur le subreddit, les sujets qui ont été employés. On va faire cette troisième revue tout de suite. Avec, en début, j'aime bien mettre en début un petit mème, histoire de... ça fait partie des nombreux mèmes qui sont distribués sur Air Fighters et c'est intéressant. L'idée, excusez-moi, cette review est un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai raté quelque chose comme facilement une dizaine de journées parce que j'étais en voyage chez mes parents, j'ai eu beaucoup de boulot, etc. Donc ça m'a pas laissé le temps réellement de digérer la semaine et de faire cette news. Donc je la fais au plus tard aujourd'hui. Ce qui est vraiment tard comparé à ce que je voulais faire de base. Je voulais la commencer avant. Donc déjà, je tiens à m'excuser du fait que j'ai pas été trop régulier, mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulier dans le futur. Et pour le reste, ce sera tranquille. Sur le reste de la semaine comme sur n'importe quelle review. Allez, on commence. Personality and playstyle. L'idée de dire qu'il y a... l'intérêt des jeux de combat, en fait, c'est que chaque jeu de combat arrive à... chaque jeu de combat, le principe, c'est qu'un personnage reste simplement une liste d'outils et la manière dont tu vas utiliser ces outils va changer en fonction de qui tu es comme personne ou comme joueur. Et ça est plutôt intéressant dans les jeux de combat parce que il n'y a pas beaucoup de genres qui te laissent autant t'exprimer en tant que joueur que les jeux de combat. C'est assez rare de trouver d'autres styles qui te laissent réellement t'exprimer comparé à des jeux de combat. Et c'est plutôt intéressant d'en parler parce que est-ce que la personnalité affecte la manière dont on joue dans le playstyle dont tu joues en fait aux jeux vidéo? Est-ce que être une personne plus calme en temps réel et en visu classique aide à être plus calme d'habitude dans les jeux de combat, ou est-ce que c'est complètement l'inverse, du genre je suis une personne calme et pourtant je joue rushdown, ou je suis quelqu'un d'extrêmement agressif, mais pourtant pas agressif dans le mauvais terme, hein, juste virulent, on va dire. Et pourtant je joue patient, je joue zoning. Ça peut être plein de choses. Et donc j'aime bien ce premier thème. Faut pas trop y penser d'après Blockade 24. Mais la question soulevée était quand même intéressante et elle pourrait avoir un bon débat s'il est discuté de manière correcte. Donc c'est pour ça que je l'ai pris là-dessus. Petit humour. J'aime bien parce que je me suis marré pour ce post. Donc je mets les posts qui m'ont fait marrer. D'ailleurs il faut que je change le truc parce que c'est clairement de l'humour. Le fameux j'ai pas payé 60€ plus les taxes pour garder les mecs. Donc moi j'appuie sur les boutons et ça me plaît. J'aime bien ces genres de mentalité qui non seulement c'est drôle à dire, mais en plus c'est le genre de mentalité qui existe du genre je vais pas me galérer à prendre toutes les touches et à autres, il y a faire tout ce que vous faites vous les joueurs de combat, alors que moi tout ce que j'ai envie de faire c'est jouer et appuyer sur des boutons, quoi. Genre laissez-moi tranquille. Et j'aime bien ça a été bien reçu, c'est drôle. C'est l'intérêt, ouais. Ça parle de connexion Wi-Fi et ce genre de truc, donc c'est un fil plutôt sympa et ça m'a fait marrer sur le coup. Alors, ça c'est une vidéo entière venant de Maximian Dude d'une heure environ qui explique qu'il a aidé à créer avec une communauté derrière lui un mode de Marvel vs Capcom Infinite avec deux meilleurs shaders et simplement un meilleur gameplay overall.
Vous avez vu, le personnage de Spider-Man ne ressemble pas du tout à ce qu'il ressemblait de base sur sur MVCI. Pareil pour Iron Man, les challenges ont été refaits, les stages ont été refaits. Il y a eu quelques tweaks sur les personnages, mais il a bien expliqué qu'il ne veut pas changer la méta générale dans cette vidéo. Et c'est le genre de choses qui est intéressant. Il ajoute aussi des nouveaux modes assez intéressants. Si j'avance un petit peu sur la vidéo en même temps qu'il est en train de parler. Ils ont mis Venom aussi, Venom qui a été vraiment bien transformé dans cette version. Voilà, c'est l'explication de plein de choses et c'est ce que je cherchais depuis le départ. Voilà. Il a introduit dans ce mode le Dramatic Battle. À savoir les 4 personnages sont joués par 4 personnes différentes et c'est un espèce de méga brawl super satisfaisant à jouer. Les 3 personnages sont attaqués en même temps. Peuvent attaquer, faire des combos en même temps, avoir les super, c'est super drôle et vachement marrant à jouer. Je pense pas que ce soit dédié pour être compétitif. C'est juste une introduction en fait pour le fait de dire qu'il a aussi mis en avant le fait que ce mode de Marvel vs Capcom a aussi un mode 4 joueurs, mais en classique tag, qui fait que un personnage est tout le temps à l'écran et pas deux personnages. Donc il a créé ce mode là et c'est intéressant dans le sens où par exemple le Soulstone, donc la pierre de l'âme qui de base donne aux deux personnages en fait il donne une certaine barre de vie au personnage qui est mort et il crée donc un deuxième clone pour automatiquement voilà il l'a fait revivre. Il fait revivre un personnage qui est mort et en même temps on peut y jouer à 2 en même temps sur le terrain. Sauf que de base, le premier personnage dans Marvel vs Capcom Infinite de base était contrôlé par un CPU. Là maintenant c'est contrôlé par un joueur, donc ça donne des techniques et des trucs spécifiques très très marrants à voir. Voilà, c'est ce que sa vidéo d'1 heure montre, ce qui est plutôt intéressant et ça aide au développement de la communauté de Marvel vs Capcom Infinite, qui a toujours été plus ou moins là malgré le backlash qui se sont reçus à la sortie du jeu. Voilà, petit mode intéressant et beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais bon, les gens attendent quand même un Marvel vs Capcom 5, on va peut-être avoir, mais voilà, on voit ce que ça donne. Alors, ça c'est intéressant. Il y a eu comme news le fait qu'on va avoir, alors on n'a pas eu de trailer, on n'a pas eu de vidéo, on n'a rien eu, on a juste eu une discussion qui a été faite, qui a été annoncée un peu en catimini. Il n'y a personne qui a balancé le lien, c'est pas grave. Mais bon, ça a été fait un petit peu en catimini très rapidement. Et ça a expliqué qu'on va enfin avoir un jeu de combat multijoueur compétitif basé sur l'univers de Avatar de Last Airbender ou Avatar le dernier maître de l'air en français. Pour moi c'est une excellente nouvelle, mais en même temps une mauvaise. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une excellente nouvelle parce que moi personnellement j'ai demandé, c'était mon rêve depuis un long bout de temps d'avoir quelqu'un qui décide de créer un jeu de combat Avatar. C'est la licence occidentale qui le mérite le plus. Peut-être derrière il y a Invincible, mais Avatar le dernier maître de l'air et Avatar la légende de Korra sont juste parfaits pour avoir un jeu de combat. Et c'est nickel. Tout est placé, tout est là. Les jeux de combat sont les différents maîtrises sont basées sur de véritables arts martiaux. Il y a tout un délire d'envoi de projectiles. Non, tout est là pour créer un jeu de combat. Tout est là, tout est placé. Donc c'est super intéressant. On va voir ce que ça donne. Mais en même temps, et c'est ça un peu le problème, je vais vous donner le lien que j'avais trouvé.
Voilà, ça c'est le lien d'IGN qui donc a parlé je vais mettre le lien original de Game of Thrones, c'est plus simple. Donc il va avoir un jeu là c'est le Avatar Dynamite de l'ère compétitif multiplayer en jeu de combat qui a été annoncé. Il a été annoncé pour 2025. Il n'y a pas encore eu de trailer, mais ça a été annoncé par Maximum Games. Et Maximum Games sont la compagnie parente de Modus. Et Modus est la compagnie et l'éditeur qui a publié Vance Fighting Earth sur console et autres. Sauf que cette compagnie-là a arrêté le développement de Vance Fighting Earth de manière super pas logique et de manière super rapide aussi. Ce qui fait que maintenant tous les DLC, alors ils rushent pour sortir les DLC qu'ils avaient promis, mais après ces DLC là il n'y en aura plus. Le jeu a été juste tué par son propre éditeur. Alors que beaucoup de gens étaient réellement jouasses du fait qu'un jeu comme un jeu indépendant comme Vance Fighting Earth a été annoncé comme étant publié par Modus, qui a aidé à la création des versions Switch, Xbox et PlayStation 4 du jeu, ce qui n'aurait pas été possible du tout si Main Six, donc les créateurs de Vance Fighting Earth, auraient été seuls sur le projet. Mais en même temps, il y a eu ça. Donc, c'était pas bien. Et il y a eu pas mal de gens dans la communauté qui ont dit bon ben fuck Modus parce que c'est des cons et on supporte plus une compagnie qui a décidé juste de tuer le game, juste de tuer le jeu TFH, donc Vance Fighting Earth. Mais en même temps, il y a une autre boîte qui décide de faire un jeu compétitif sur une licence qui est vraiment aimée de tout le monde et c'est créé par eux. Donc, dichotomie, est-ce qu'on va avoir un délire un peu à la SNK du genre ah putain ouais, SNK a sorti un nouveau jeu ou SNK a sorti un autre perso, et là il y a toujours entre guillemets le relou de service. C'est pas un relou du tout parce que c'est bien de mettre ses faits en avant, qui va dire le mec le jeu il est créé et supporté par MBS, donc Mohamed Bin Salman qui est un des princes héritiers du royaume d'Arabie, de l'Arabie Saoudite. Donc pas terrible comme news. Donc est-ce que ça va enchanter les gens, est-ce que ça va repousser les gens à acheter ce jeu? Pour être honnête, je ne sais pas du tout. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, c'est la première chose qui a été dite. La première chose qui a été dite, c'est directement les gens, vous voulez être hype sur ce jeu, mais derrière la hype, il y a le fait que les mêmes créateurs, les mêmes annonceurs de ce jeu, du jeu Avatar Last Airbender, va être créé par le mec qui a tué TFH. Donc maintenant, décidez-vous. Décidez-vous de quel camp vous êtes. Quelle est votre opinion sur la série Soul Calibur? J'ai pris ce sujet juste pour parler de mon opinion sur la série Soul Calibur. Juste pour ça. Beaucoup de gens parlent en disant c'est balèze parce que ça a créé le premier jeu de combat qui s'est vraiment imposé sur les armes. Basiquement, c'était un Virtua Fighter avec des armes. C'est comme ça que Soul Calibur a été designé, a été construit. Avant être devenu une série aussi iconique telle qu'on la connaît avec les modes un joueur de Soul Calibur 3, les souvenirs que tout le monde a à l'époque de Soul Calibur 2 sur GameCube avec Link, ou Soul Calibur 2 sur PlayStation avec Heihachi. Tous ces souvenirs là que tout le monde a eu, et ça apporte beaucoup de choses, mais moi je voudrais surtout parler de la communauté de Soul Calibur, spécialement la communauté en France, qui était la scène la plus unique et la plus développée en France en tant que jeu de combat. Ils étaient là dès le départ au premier World Game Cup d'Azenka. Ils ont fait énormément de choses et c'est plutôt cool de voir
de voir l'avancée que ça a eu, ça a créé des personnalités. Hein. Kayane a été quasiment créé autour de Soul Calibur, sur Soul Calibur 2 et Soul Calibur 3. Évidemment, Kayane, elle était aussi extrêmement forte sur des jeux comme Dead or Alive, mais c'est de là d'où vient son pseudo, hein, des deux personnages de Dead or Alive, à savoir Kasumi et Ayane, Kayane. Donc, c'est une licence qui, pour moi, se compare. On a parlé de Marvel vs Capcom Infinite avant. Elle se compare un peu à Marvel vs Capcom aux États-Unis. Pas en matière de gameplay. Hein. Les gameplays n'ont rien à voir l'un l'autre. C'est juste que en Europe, la scène Soul Calibur était une scène extrêmement présente. Mais en contrepartie, la scène Marvel vs Capcom, moins. Largement moins. De l'autre côté, aux États-Unis, c'était carrément l'inverse. C'est Marvel vs Capcom qui a fait cet Evo, Marvel vs Capcom 3 à l'époque, entre Marvel vs Capcom 3 et Soul Calibur 5. Hein. Parce que maintenant, avec Soul Calibur 6 qui est aussi mort en Europe comme en Amérique du Nord, ça reviendra au même. Mais surtout sur ces deux jeux-là, à savoir Soul Calibur 5 et Marvel vs Capcom 3, qui sont vraiment arrivés au pic du début de la deuxième grosse vague des jeux de baston après la sortie Street Fighter 4. Marvel était extrêmement joué aux États-Unis, mais Soul Calibur l'était moins, surtout en Amérique du Nord. Et Soul Calibur était extrêmement joué en Europe, mais pas Marvel vs Capcom. Donc il y a toujours cette dichotomie qui existe entre ces deux licences, et c'est surtout super important de constater et de parler de la place qu'a Soul Calibur dans la communauté française et européenne. Et même si, encore une fois, avec la sortie de Soul Calibur 6, ça s'est pas passé comme il le voulait, comme beaucoup de gens le souhaitaient. Mais Soul Calibur 5 a fait quand même une grosse carrière et une longue durée de vie en Europe, comme aux États-Unis, à savoir le pays qui dicte un peu quels jeux sont joués un peu partout dans le monde. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Il y a des jeux qui sont joués par les Américains, qui ne sont pas joués par les Japonais, qui ne sont pas joués par les Européens, et vice versa. Hein. Donc on peut le voir avec les jeux comme Mortal Kombat aux États-Unis ou Virtua Fighter au Japon ou Soul Calibur justement en Europe. Et c'est intéressant d'en parler. Et je trouve que c'est une place que méritait Soul Calibur un petit peu dans la FGC, qui malheureusement n'a pas été gardée telle quelle. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon. Ça reste quand même une série forte, même pour les joueurs qui ne sont pas des joueurs de jeux de combat affamés comme nous, qui se sont contentés uniquement de jouer au mode donc single player, les modes d'histoire, les modes légende des armes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle ces modes là, et qui ont bien kiffé le Soul Calibur 2 et Soul Calibur 3. Ils ont moins kiffé Soul Calibur 5, parce que Soul Calibur 5 avec un mode d'histoire pourri. Et quand Soul Calibur 6 est retourné avec le fameux mode légende des âmes, bah ça a fait plaisir à beaucoup de gens, mais il n'y avait plus cette aura, ce petit clic qu'il y avait avant, quoi. Et ils ont fait sur Soul Calibur 6 des choix très bizarres, on va dire. Donc, ça participe aussi à ça et à la longévité que Soul Calibur 6 a eu en Europe. Quelqu'un me demande pourquoi est-ce qu'on joue à plusieurs jeux de combat en même temps, et est-ce qu'on trouve ça dur, est-ce qu'on devrait continuer à le faire, comment est-ce qu'on gère ces jeux, etc. Moi je dis toujours qu'il faut continuer à le faire et continuer à jouer à tous ces jeux de combat en même temps. C'est super important parce que ça permet de développer une scène, ça permet de développer plusieurs assets qu'un seul jeu développerait pas forcément. C'est plein de choses à montrer, à développer, et c'est super important. Encore une fois, il faut pointer professeur Morrigan, la petite image juste là. Bon, là c'est Chalice de notre pater, mais une des images dit Don't stick to one game, que j'avais montré au précédent, à la précédente review, donc la review 2. La deuxième revue de Air Fighters,
Et oui, toujours jouer à plusieurs jeux en même temps, c'est super important. Super important. Donc, est-ce qu'on a envie de jouer à DBFZ? Est-ce qu'on a envie de jouer à Marvel vs Capcom 3? Mais jouez aux deux! Jouez aux deux, faites-vous plaisir en fait. C'est vraiment le motto qu'il faut avoir dans l'intégralité de la scène FGC. Alors, une discussion à propos des moves inputless. Je pense qu'il parle des fameux coups spéciaux qui se dirigent juste avec soit le bouton spécial, soit spécial et avant, spécial bas, qu'on voit dans Fantasy Strike, qu'on voit aussi dans le mode dans le mode de jeu de combat. Et la manière de garder juste en laissant la garde automatique. Est-ce qu'on laisse la garde automatique dans ce genre de jeu? C'est pas ce qui se passe dans Fantasy Strike. C'est pas ce qui se passe dans Fantasy Strike. Dans Fantasy Strike, on garde évidemment avec arrière, mais on déchoppe par contre avec en appuyant sur rien. Parce qu'il y avait les commentaires, le premier commentaire qui était ici mentionnait le fait que si on mettait l'auto-blocking dans juste ne pas toucher le stick, ça rendrait les cross-ups complètement inutiles. Il a raison, mais c'est aussi intéressant d'en parler un petit peu plus en détail. Il parle de Fantasy Strike, il parle aussi de Sagit Force, de Airgaze, de Tekken, de tous ces jeux qui n'ont pas forcément des motion inputs comme les jeux 2D. Et est-ce que c'est bien de créer tout un jeu sans motion input? Ou est-ce qu'on considère que avant et un bouton spécial est un motion input ou pas? Ça aussi c'est un débat intéressant. La news de la semaine qui m'a fait sursauter en regardant le Nintendo Direct comme beaucoup de gens, surtout aux États-Unis. Alors cette news est spéciale parce que c'est pas, là, on est à la 3e Fighting Collection de Capcom. On s'y attend presque. Mais c'est un petit peu plus spécial que ça. C'est un peu plus spécial que ça. Parce que déjà, ça a été autorisé par Marvel. Et Marvel, maintenant, qui autorise des trucs, sachant que Marvel est possédé par Disney, c'est un miracle. On va regarder le trailer. Et on va baisser le son. Voilà. Voilà, c'est tous les jeux Marvel Super Heroes, Street Fighter, Marvel vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, X-Men Kota. Tous ces jeux-là ont été et Marvel, bien sûr, Marvel vs Capcom 2. Tous ces jeux-là ont eu énormément de fans. Bon, Punisher en beat 'em up, ça à la rigueur, mais ça fait toujours un jeu en plus dans le délire. Il y a un mode spectateur, il y a un mode en ligne, on peut jouer à tous les jeux Marvel en ligne avec ce mode, ce qui est super intéressant. On peut même jouer en coop à MBC, à The Punisher en ligne. On a plein d'artworks. Bon, là on connaît un peu on connaît un peu ce que ça apporte. Sauf que la news a été une véritable bombe dans la communauté. Parce que si j'arrête, voilà, parce que il y a le mouvement Free MVC2 qui a existé avant. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Le mouvement Free MVC2, c'est que MVC2 a été délisté de pas mal de stores en ligne, de magasins en ligne pour pouvoir l'acheter et y jouer. Et MVC2 est un jeu qui était énormément demandé. On peut jouer à Street Fighter 3.3 sur PS4 parce qu'il y a la version Street Fighter 30e anniversaire qui existe. On peut jouer à Hyper Street Fighter 2 pour la même raison. Il y a Capcom Fighting Collection et il y a tous ces jeux-là, tous ces compilations permettent de jouer à ces jeux-là avec le mode online, avec un training mode directement depuis une console moderne, etc. Sauf que avant l'annonce de ce jeu, il n'y avait aucune manière de jouer à Marvel vs Capcom 2 en dehors de en dehors du piratage et de l'émulation. Ce qui était un peu triste. Maintenant,
on peut jouer à Marvel vs Capcom 2 sans avoir à pirater ou à émuler quoi que ce soit. On peut directement y jouer sur PS4 et PS5 ou sur Switch. Première mauvaise note, il n'y a pas de version Xbox. C'est dommage. Capcom a snobé encore la Xbox, mais on pouvait s'y attendre. Apparemment, c'est une raison qui concerne Microsoft et Disney, où Microsoft refuse de travailler avec Disney tant que ils n'arrêtent pas leur partenariat avec la série Marvel Spider-Man et Miles Morales et Spider-Man 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps sur PS4, qui est des exclusivités PS4 évidemment. Je crois que le premier Marvel Spider-Man en 2000 quelque chose, 2017-2018 est sorti sur PC maintenant, donc c'est plus vraiment une exclusivité. Mais ça gueule quand même du côté de Microsoft. Apparemment. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est d'autres raisons. Parce qu'il y a eu d'autres jeux Marvel qui sont sortis sur Xbox. Donc ça n'a pas réellement de raison de juste supprimer toute une collection de Marvel sous prétexte qu'il y a pas sous prétexte qu'il y a Spider-Man ou l'image de Spider-Man dans le jeu. Ça me paraît un peu fort de café quand même. Mais il y a pas de version Xbox et il n'y a pas de crossplay. Donc les joueurs PC, PS5, enfin les joueurs PlayStation quoi. Et j'imagine que le jeu sort aussi sur PS4. Et les joueurs Switch ne peuvent pas communiquer entre eux comme ils pourraient le faire sur Street Fighter 6 ou sur d'autres jeux. Et c'est dommage parce que ça tue un peu une scène, ça la rend morte très facilement en fait. Mais maintenant il y a une manière plus facile de jouer au jeu ou de le mettre directement en tournoi, c'est d'acheter directement le jeu sur PS4 ou PS5, ce qui est la même console qui est utilisée pour les jeux modernes, et ça permet de les rendre compatibles directement. C'est une bonne nouvelle avec une pincée de mauvaises nouvelles un petit peu sur le tas, mais ça a fait quand même plaisir à beaucoup de gens, comme je le disais avant, principalement des gens d'Amérique du Nord, parce que c'est là que ça concerne. Alors il y a eu aussi les Philippines qui ont une excellente scène de Marvel vs Capcom 2, mais MVC2 va être joué en tournoi peut-être via la collection. Donc on verra ce que ça donne, si ça redonne un petit coup de souffle à Marvel ou pas. Donc, après la sortie de cette collection, donc Marvel vs Capcom Collection, Marvel vs Capcom Fighting Collection, il y a eu un débat qui est ressorti, qui était par rapport au fait que si on achète Marvel vs Capcom Fighting Collection, on a de plus en plus de chances d'avoir un MVC5. C'est le même type de débat qu'il y a eu à la sortie de Capcom Fighting Collection, en disant que si les gens achetaient massivement cette collection, on aurait plus de chances d'avoir un Darkstalkers. Ça a été dit aussi à l'époque, en 2013, à la sortie de Darkstalkers Resurrection, on aurait plus de chances d'avoir un Darkstalkers 4 si on achète le jeu. Ce serait une manière pour Capcom de voir s'il y a réellement un engouement sur la licence pour que ça mérite une nouvelle sortie. Pour moi, c'est une carotte. Pour moi, c'est une carotte totale. Il n'y a pas du tout d'annonce ou de volonté de la part de Capcom de sortir un jeu comme Darkstalkers 4 ou comme Marvel vs Capcom 5. Eux, ils sont sur Street Fighter 6 et ils se contenteront d'être sur Street Fighter 6 pendant un long bout de temps avant un potentiel Street Fighter 7. Ils vont pas sortir un deuxième jeu pour sortir un deuxième jeu. Ils ont essayé avec Marvel vs Capcom Infinite, ça n'a pas marché, ça risque pas de marcher avec une nouvelle licence. Donc je pense pas qu'ils créent la différence. Je pense pas que ça créera la différence en achetant plein de fois le jeu, de dire ah Capcom a vu qu'on achetait plein de fois le jeu, donc on va forcément avoir un Marvel vs Capcom 5. Je pense pas, honnêtement. Et derrière, il y a eu donc le premier post qui a été publié, la première réponse qui est publiée, qui dit directement pour la dernière collection, donc la Capcom Fighting Collection qui avait les jeux Darkstalkers, ça n'a aidé aucunement à créer de l'intérêt pour créer un nouveau Darkstalkers
créé par Capcom. Non, ça n'a pas du tout créé d'engouement en fait. Et c'est le truc qui, en même temps triste, en même temps attendu, parce que évidemment que ça n'a pas créé d'engouement, parce que c'est pas le but de la licence. Le but de la licence, c'est principalement de rendre les jeux qui ne sont pas jouables officiellement jouables sur d'autres consoles. Et ça a marché pour 3.3 et pour d'autres jeux. Ça a marché pour 2X sur la version Capcom Fighting Collection, mais le jeu est sorti, les gens ont y joué, ils ont fait un petit peu de ranking et sont repartis sur Paiken. Donc il n'y a pas de miracle à avoir là-dessus. Et ça va se passer de la même manière pour la collection Marvel vs Capcom Fighting Collection. Ça serait cool que ça se passe d'une autre manière, mais ça va pas se passer d'une autre manière. Parce que on est déjà arrivé sur cette passe plusieurs fois en fait. Et pareil pour Dark Souls. Donc voilà. Là-dessus, je pense pas qu'il faut qu'il y ait un. Je pense pas qu'il y aura un miracle là-dessus. Et surtout s'il décide de sortir une énième collection, de jeux sans cross-platform. Ou alors il faut qu'il ressorte il faut qu'il repatch Capcom Fighting Collection et Street Fighter de 30e anniversaire pour les rendre compatibles avec leur donner du crossplay. Capcom ne va jamais faire ça à des jeux qui sont sortis il y a, je sais pas moi, 3 ans ou même 8 ans je crois pour le 30e anniversaire. Donc ça n'a pas de sens. Est-ce que la FGC a existé avant les années 2000? Alors ça c'est bizarre comme discussion, parce que beaucoup de gens vont dire non. Beaucoup de gens vont dire ce qui dit ton pote c'est des conneries totales. Évidemment que la FGC a existé depuis les années 2000. Regardez ce qui se passe, regardez les Battle by the Bay qui sont devenus les Evolution Championship Series ou les EVO si vous préférez, qui étaient en 96 ou 98, donc c'était bien avant les années 2000. Et il y a eu la sortie Street Fighter 2 qui était bien avant les années 2000, et qui est bien avant les années 2000 aussi. Moi je dirais qu'il y a un petit point à parler par rapport aux années 2000 comparé aux années 90. La différence, c'est que dans les années 90, on se contentait uniquement de jouer aux jeux sur arcade vu qu'il y avait des arcades partout. Il n'y avait pas une raison spécifique de faire déplacer des bornes ou des consoles dans une grande salle ou une grande venue américaine ou un grand studio comme pour non pas un grand studio mais une venue d'hôtel, comme ce qui s'est passé après les années 2000. On se contentait uniquement de faire des tournois dans les salles d'arcade et les gens venaient dans la salle d'arcade pour faire le tournoi. Donc les années 2000, le début des années 2000, c'est aussi la mort de l'arcade. Et la mort de l'arcade a créé plus ou moins la FGC parce que les jeux sur console sont devenus plus populaires, aussi plus arcade perfect, donc ça a commencé ça a commencé à évoluer la chose. Salut Vermine. Hein. Ouais, non mais ouais, il y a eu des mecs qui ont cherché la console du pote pour aller se défoncer bien avant les arcades. Genre sur Super Nintendo, tout le monde voulait jouer chez le pote qui avait Street Fighter 2 et moi j'étais le gars qui a invité mes potes pour qu'il y ait un Instinct Mortal Kombat. C'est dans les 90s, ça a toujours été comme ça et je suis complètement d'accord, Vermine. Le truc c'est qu'il y a une diff entre la communauté de l'arcade, à savoir on est dans sa propre arcade et on joue. Je vais citer la France. Il y avait dans les années 90, à la fin des années 90, une salle d'arcade à Châtelet et une salle d'arcade à Strasbourg-Saint-Denis. Et de temps à autre, ils se faisaient des FT10 pour savoir qui était la meilleure salle d'arcade. Ça, ce genre d'engouement-là n'existe plus. Le coup on appartient à une salle d'arcade et on affronte 10 des meilleurs personnages 10 les meilleurs joueurs d'une salle d'arcade et 10 les meilleurs joueurs d'une autre salle d'arcade. Cette proximité qu'on avait avec les salles d'arcade n'existait plus depuis les années 2000. Donc, il y a de ça qui joue sur la balance du fait que la création de la FGC, à savoir la création des forums,
la création des déplacements de bande dans une salle qui n'est pas dédiée pour, la création de jouer de plus en plus sur console, même si elle n'est pas des jeux arcade parfaits. Et c'est pas faux, ça s'appelle Twitch maintenant. Toute cette création-là a été faite bien après les années 2000. Et c'est pas faux de dire que... Alors, ça vient d'une communauté existante, qui était la communauté de l'arcade. Mais la communauté FGC, qui a évidemment été propulsée dès le départ en 91, en fin 91, et en début 92 pour les autres pays, par la sortie de Street Fighter 2. Mais ce déplacement de l'arcade vers les venues d'hôtel et les living rooms et tout ce qui s'ensuit, c'est né dans les années 2000. Donc il y a un peu de oui, il y a un peu de non dans cette question, tu vois. C'est pas aussi décisif que de parler directement d'arcade ou de parler directement de FGC. C'est un peu vaseux cette histoire, tu vois. Il faut tempérer les deux côtés. En tout cas, je le trouve, il faut tempérer les deux côtés. Et dernier sujet avant que je termine la petite édition. Ça s'appelait pas la FGC, merci. Ça s'appelait pas FGC, ça s'appelait simplement c'était pas la communauté des jeux de combat. C'est simplement des gens qui jouaient sur salle d'arcade. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir, tu vois. Surtout dans les années 90, on n'appelait pas ça FGC du tout, en fait. Le terme FGC en lui-même n'a pas été réellement connu qu'après les années 2000, où il y a eu des forums sur internet, il y a eu la création de Shuriken.com, et c'est pas faux. C'est pas faux. Si on compte comme ça, la FGC du Pakistan n'existe pas, ou même la FGC du Japon n'existe pas, parce que le Japon est resté arcade depuis un long bout de temps, et il commence à se déplacer de salle en salle, etc. Et ça dépend de pays en pays. Mais la FGC, c'est une communauté, une nébuleuse, si tu préfères, Vermine, de différentes communautés créées autour des salles d'arcade. Donc, cette nébuleuse-là, elle s'est déplacée d'arcade vers les jeux consoles. Et tu prends le Pakistan, certes, c'était des salles d'arcade, mais c'était modé sur des PC. Et ils jouaient à la version PC du jeu, sur une salle d'arcade. Donc, ils jouaient aussi à la version arcade de Tekken 7 quand elle était disponible, mais c'était bien plus que ça. Ils voulaient vraiment jouer à la version PC et la version actuelle de Tekken 7. Même si, évidemment, la communauté de Tekken au Pakistan n'a pas été créée avec Tekken 7. Elle existait bien avant. Mais c'est intéressant d'en parler pour un peu démêler le vrai du faux dans cette discussion. Pourquoi la manette d'Xbox Series est aussi polarisée, à savoir il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent, et pourquoi est-ce qu'on en parle de manière aussi blanc et noir. Pour moi, l'une des raisons, c'est qu'on manipule, à cause de la manette de PlayStation, on manipule le D-pad de manière assez bizarre. Ça, c'est la manette de PS4. Et les gens ont l'habitude. C'est quoi, je vais mettre en grand écran. Pardon. Hop. Manette de PS4. Et les gens ont l'habitude de faire des quarts de cercle en touchant les bords des D-pads. Donc le bord des D-pads est utilisé pour les quarts de cercle, ou pour les 360, ou les dragons, ou ce genre de choses. Le bord du D-pad est utilisé. Et quand on compare à une manette d'Xbox, qui a un D-pad qui n'a strictement rien à voir avec le D-pad de la manette de la PlayStation, ça, c'est un D-pad qui te force à poser ton pouce au milieu du D-pad et qui te force à le tilter. Si on joue de la même manière que sur le stick, que sur les flèches de PlayStation, on se fait très très vite mal aux doigts. Par contre, si on la laisse au milieu, comme ça, et on fait des quarts de cercle juste en tiltant légèrement le pouce, là on se fait moins mal. Donc, je pense que le fait que ce soit aussi polarisé dans
dans l'espace classique des forums de jeux de baston, des forums de la FGC, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la merde et beaucoup de gens qui disent que c'est balèze est dû au fait qu'on n'utilise pas le D-pad de la même manière la manière d'utiliser le D-pad pour la plupart des personnes est un peu pourrie parce que même si le D-pad de la PlayStation est super, le D-pad de la Xbox est super clicky, agréable à appuyer, etc. et super pour les jeux de combat, les gens ont tellement pris l'habitude de la manette de la PlayStation que ouais, je suis pas super d'accord. Je me mets un petit peu du côté d'Xbox parce que au moins ils l'ont rendu clicky, Vermine. Tu vois, ils l'ont rendu clicky et ils l'ont rendu super agréable à appuyer. Donc c'est vachement fun de faire des cartes de cercle là-dessus. Tu vas jouer au stick, hein. Donc en vrai je devrais défendre aucune patrie. Mais là-dessus, c'est satisfaisant de faire des cartes de cercle et d'entendre les clics mécaniques des D-pad. Mais sur la PlayStation, tu ne les entends pas. C'est entièrement silencieux. T'as beau bourrer de machin, c'est silencieux. En plus, il y a un trou au milieu, ce qui fait que quand tu poses ton D-pad au milieu, tu flingues très facilement le doigt. Voilà. Est-ce que ouais, ça peut être, ouais, on peut considérer la meilleure la meilleure manette pour les jeux de combat comme la manette de Neo Geo CD. Mais ça c'est encore des dialogues de vieux cons, ça. Un peu. Parce que on va pas retourner à cette époque-là pendant un long bout de temps. On va rester sur l'époque D-pad. Et le D-pad qui ressemble le plus à quelque chose qu'on tourne comme un stick, c'est celui de la Xbox. Mais on est tous les deux des vieux cons. On est deux vieux cons qui veulent dire à tout le monde que les deux contrôleurs en jeu de combat sont complètement flingués, jouent au stick, bande de bâtards. Donc à partir de là, on peut rien dire, tu vois. On peut rien dire, mais bon. C'est le truc. Dommage que tu n'étais pas là pendant que j'ai parlé de Marvel vs Capcom parce que c'était un petit peu plus intéressant. J'ai parlé du jeu comme étant. Il y avait les deux sujets du jeu. C'est est-ce que le jeu va réellement faire ramener les anciens joueurs de Marvel vs Capcom 2 en dehors de Fightcade ou en dehors de la version Xbox pour jouer au jeu? Moi j'ai dit non. Et est-ce que les gens est-ce que on va avoir un petit peu plus de chance pour un MVC5 ou un MVC4 si on achète le jeu, plus on achète le jeu, plus on a une chance sur MVC4. J'ai dit non aussi. C'est pas un Switch only, non, il va sortir sur PlayStation 5 et sur PC. Et il va complètement snobber la Xbox. Ce qui est triste. Mais je comptais pas jouer au jeu, hein, donc ça me dérange pas trop. Mais le jeu, oui, a été annoncé en premier sur le Nintendo Direct qui a annoncé en même temps plein de jeux du genre. C'était quoi les jeux annoncés? Il y avait plein de jeux animés en plus. Bref, ils ont annoncé plein de jeux. Voilà, c'était on a fait le tour de tout ce qu'il y avait comme news dans Fighters. Donc on n'est pas aux States. On n'est pas aux States. On n'est pas les clients de Marvel vs Capcom. Quand organisait des tournois Vermine et quand tu étais à l'époque dans la team Republic of Fighter, Marvel vs Capcom 3, et tu vas le confirmer, ça a duré 3 ans maximum, voire 2. Donc ça a fait 2 off et ça s'est arrêté là. Tu vois, on n'est pas aux States. J'avais parlé juste avant, j'avais parlé de Soul Calibur et j'avais un peu comparé Soul Calibur à Marvel vs Capcom dans le sens où Soul Calibur était très joué en Europe et moins joué aux States, tandis que Marvel vs Capcom était très joué aux States et moins joué en Europe. Mais voilà, c'est les petits débats qu'on a eu très rapidement sur la plupart des discussions qu'on a là-dessus et voilà, j'ai terminé, donc je vais passer à jouer à Hot Wheels s'il n'y a pas d'autres objections de la part du chat, aka Vermine. Mais ouais, non, la compil, je suis d'accord, la compil n'est pas du tout pour nous, la compil est vraiment pour les joueurs des États-Unis.
ils prennent des piles sur DBFZ parce que on est une grosse communauté de suceurs une grosse communauté de suceurs de Dragon Ball. Mais ouais, oui, ça y joue en fait. S'il nous fallait Dragon Ball pour jouer à un jeu 3v3, à la Marvel, ben on a eu Dragon Ball. Quoi. Voilà, tu vois. Et on va avoir Hunter x Hunter même s'il ressemble à rien, Vermine. on va quand même avoir Hunter x Hunter, tu vois. Mais bon. Bon. Il est temps de retweetiser là. Et je vous dis la prochaine pour une prochaine revue. Je pense. Ouais. Ouais. Ah, t'es méchant. Ah, t'es méchant. J'aurais donné 6 mois, moi. J'aurais donné 5-6 mois avec tous les jeux, avec tous les fans de Hunter x Hunter qui vont doser un impact un petit peu en Cretimini et online. J'aurais donné 2 bons mois, pas 2 jours. Arrête. Sois pas méchant. Sois pas méchant avec eux. Mais ouais. Off, ouais, peut-être bien, ouais, pire que DNF. C'est encore un débat, mais peut-être que c'est pire que DNF. C'est probablement pire que DNF. Bon, je vais tester Vermine. Je vais jouer à Hot Wheels. Kill la Kill If, c'était autre chose. C'était encore un platform fighter. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué au jeu. Et c'est pas pour rien. Je vais te laisser et je vais jouer à Hot Wheels. Je vais juste terminer le stream et recommencer juste après. Voilà. C'est plus facile pour moi de faire comme ça je peux uploader la vidéo sur YouTube plus facilement. Allez, ciao les mecs, on se retrouve dans une dizaine ou une quinzaine de minutes. Allez, à la prochaine.